Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'enfermement en perspective. Le fantastique de l'intérieur. Mon cinéma s'intéresse aux hommes et aux lieux. Alexandre Sokourov, peu enclin à dévoiler les tenants et aboutissants de ses films, sorti d'une défense artistique à tendance spirituelle, a néanmoins noté la dimension essentielle de sa poétique. La perspective ouverte sur l'enfermement amène plus précisément à explorer les lieux clos et les accès extérieurs avant d'en proposer une interprétation fantastique. Ne perdons pas de vue que la géométrie évidente de cette dialectique du dehors et du dedans nous aveugle dès que nous la faisons jouer dans des domaines métaphoriques 16. La découverte des divers procédés en jeu, inclusion, emboîtement, espacement, renversement, sera suivie plan par plan de manière à établir tangiblement le sens des passages et des enclaves du monde filmique. Cette attention portée à l'espace fictionnel découvrira une figure d'enchaînement qui prévoit l'articulation du dehors dans le dedans. Les films obscurs de Sokourov mettent constamment en jeu l'intérieur et l'extérieur à travers des plongeons vertigineux, des effets d'emboîtement et des parcours labyrinthiques. Cette logique apparemment toute tracée de désorientation s'inscrit dans la pensée d'une spatialité fantastique. Cependant, les récits en images du cinéaste russe, adaptations d'œuvres littéraires, filatures d'univers picturaux, élégies historiques, ne poursuivent pas les codes de la narration fantastique. Les intrigues n'agencent que sur un mode souterrain les dédoublements soupçonneux, et ne glissent des irruptions extraordinaires sur le terrain de la réalité commune qu'à travers les écarts de plan, les décalages du montage et les surprises d'échelle. Ce fantastique insidieux naît au cœur de la fiction filmique, dans ses plis, avant une déchirure qui n'a pas lieu. À fleur de peau de l'espace représenté, les nuances claires-obscures et les teintes colorisées matérialisent les différents sens d'une inquiétude existentielle peut-être ineffable mais néanmoins sensible. Quelque chose d'une perte commune, d'une grandeur déchue et d'une renaissance humaine effleure dans le mode d'habitation et de hantise des lieux clos. Une telle poétique dépend non pas du genre mais de l'effet, car elle retrace la ligne ténue du fantastique du cinéma éclairé par Jean-Louis Letras. Cette qualité rare se retrouve dans les œuvres, qui plutôt que d'exhiber les figures de l'excès, amenant notamment le cinéma à sa limite, habitent sur une frontière indiscernable 17. L'analyste relève, chez Tourneur, Bavard et Ney, les dérèglements qui remplacent l'espace euclidien par un espace topologique. Le rapprochement entre intérieur et extérieur, le côtoiement du passé et du présent rejoignent les dimensions prêtées par Erwin Strauss à l'univers fantastique. Un univers qui cherche à retrouver le monde du sentir quand la réflexion est réduite au silence devant la forme immédiate de ce qui est sinistre, effrayant ou séduisant 18. L'exploration spatiale chez Sokourov nous fait immédiatement plonger dans les mystères du dedans et au cœur des hantises de la vie psychique. Pareil effet fantastique correspond précisément à un mode d'inclusion cryptique, d'encryptage, du lieu filmique dans la structure spatiale globale. L'enchaînement des plans construit une topocryptique au sens fort de Derrida, en écho aux travaux de Torok et Abraham. Les enclaves cryptiques donneront lieu à des filatures fantomatiques. Ces déambulations seront dévoilées en fin de parcours dans 2 films pénombreux, Pages cachées et Élégie de la traversée. Le fantastique de l'intérieur, pour dénommer la profondeur d'un tel enfermement, se ressent et se repère donc à partir de l'expérience émotionnelle de l'espace. Il n'y a de fantastique que d'un espace en son cœur et par son biais 19, selon Charles Grivel, l'auteur de fantastique fiction qui invite à cheminer dans le monde fictionnel des œuvres, de lieu en lieu. Le lieu fantastique s'impose aux yeux du lecteur ou du spectateur tel un lieu de surgissement du phénomène perturbateur, un site d'apparition, là d'où provient la vue. La dimension originaire du locus fantastique explique le lien paradoxal entre enfermement et ouverture dans le cinéma sokourovien. Pour découvrir le sens des raccordements troublants entre le dedans et le dehors, il convient donc de suivre les faux raccords du montage, les pas esquissés, les seuils franchis qui sont à l'origine de nos sensations de désorientation. Sentir, c'est laisser à la chose sentie son pouvoir et son mystère. C'est s'involuer, donc c'est manquer de point de vue, ou bien on perçoit l'espace pour connaître sa perspective, ou bien on sent le lieu pour éprouver son immanence et son opacité 20. Partons d'un cas de figure pour saisir l'extension du lieu clos, en dehors d'une perspective géométrique de la représentation.
L'analyse d'un plongeon renversant va mener à la réflexion heideggerienne sur le lieu, l'espacement et l'origine. Sans oublier pour autant la fantastique fiction qui implique la participation émotionnelle au lieu créé, cadré et monté sens dessus-dessous. 1. Vertige de l'espace. Les films obscurs de Sokourov, et plus particulièrement Page cachée, construisent des vues assemblées de l'espace fictionnel aussi renversantes et fantasmagoriques que les carceri d'invenzione, prisons imaginaires de Piranèse. Sur ces gravures, les traits creusent, à l'intérieur d'une représentation décalée de la réalité, des passages éternels et des gouffres suspendus à l'air libre. La contraction ne provient pas d'un resserrement de l'espace, mais d'une ouverture vers l'infini 22. Dans l'œuvre privilégiée de notre cinéaste, l'immensité du dehors envahit les limites intérieures des lieux représentés de façon mystérieuse, fragmentaire et mouvante. L'enchaînement filmique, entre continuité et discontinuité, met ainsi en perspective le vertige de l'enfermement. 1.1. Plongeon et renversement. Page cachée, 1993, qui travaille l'écriture de la ruine à même le support de représentation, poursuit à dessein de telles constructions abracadabrantes. La célèbre séquence du plongeon est exemplaire car en 2 plans successifs elle enferme la profondeur fantastique des bas-fonds de Saint-Pétersbourg dans une surface réfléchissante. Les dimensions de l'enfermement se découvrent à la faveur d'un saut improbable dans une flaque d'eau miroitante. Le premier plan de la séquence du plongeon est initialement fixe et en noir et blanc. C'est la deuxième fois que le plan du balcon en contre-plongée est inséré dans le film. La première apparition, dans ce qui semble être la cage d'escalier d'un immeuble décrépit, comporte des effets de couleurs qui déposent sur les corps agités et les parois ébréchées des teintes minéralogiques. Parmi la foule éparse nous distinguons la triste silhouette de notre héros, possible Raskolnikov échappé de Crime et Châtiment. L'homme répond à la contre-plongée en se penchant à vue d'œil, sans que l'objet obscur de son regard soit dévoilé. Quelque temps après, le héros revient dans ce lieu intrigant. Le plan reprend initialement le cadrage de la composition originale. La prise de vue prend progressivement des accents matériels, mouvants, sonnants et trébuchants. Déplacement imperceptible vers le bas à gauche qui accompagne la chute des corps suicidaires et dramatise le principe du naturel fixe du recadrage. Utilisation du ralenti qui soulève les jupes dans le vide. Rehaut de couleurs qui éclaire le granit bleu des parois et l'outre-mer des oripeaux flottants. Déformation de la perspective qui rend toute profondeur visible suspecte. Ponctuation de cris incessants dans un brouhaha sonore qui encourage le rituel à s'accomplir. Le seul à tracer un contre-mouvement, dans la jouissance orchestrée du désespoir n'est autre que le héros, le poitrail échancré jusqu'à l'ossification pressante de sa cage thoracique. Il essaie en vain de retenir à bout de bras la première à sauter, mais elle enjambe la balustrade. À ce saut féminin surprenant succède la chute très frontale d'un homme se propulsant par une des ouvertures creusées au dernier étage visible de la paroi frontale. Les badauds de misère hurlent comme au spectacle vivant, à droite, à leur droite, à notre gauche puisque nous fermons en somme le tour du trou intérieur de cet immeuble en piteux état. Il y aurait donc dans cet espace qui nous échappe des directions à respecter pour un saut réussi du balcon. À nos yeux qui frôlent les masses en apesanteur ralentie, la prise de hauteur et l'élongation optique accusent le grand écart vertical d'un danger spatial. Tout au long du film, les bribes architecturales des escaliers aux voûtes, des voûtes aux escaliers forment des gouffres d'élévation. La durée prolongée et la vitesse décélérée du plan suspendent les plongeons en l'air et creusent en même temps l'appel des profondeurs hors champ. Libre au spectateur explorateur de voir sombrer les corps en défroque dans une descente infinie, ou d'envisager leur fracas sur un palier flottant. Le plan d'atterrissage a été révélé au début de notre analyse, pour éviter de filer le tournis au lecteur des pages filmiques ainsi murmurées. Le choc visuel et émotionnel de ces projections suicidaires est reflété par le montage d'une projection baroque. Le saut dans le vide des désespérés de Page cachée, qui peut faire penser au saut à l'élastique dans The Element of Crime 1984, de Lars von Trier, et monté cut avec un insert sur une flaque d'eau. Contrairement à l'exercice de style von Trierien qui filme le plouf vaseux d'un corps étranglé au bout de sa corde, l'exploration spatiale soukourovienne associe le mouvement de chute libre à un mystère du renversement. Nous distinguons tant bien que mal dans l'eau des agencements architecturaux complexes.
Le plan de la flaque, cadré fixement et en devenir visuel figé, invente ainsi une matière liquide à la clôture de la représentation, comblant selon toute apparence le vide angoissant d'une aspiration sans fond, mais laissant y représenter le destin des corps. En effet, l'enchaînement des deux plans longs laisse la chute des damnés se poursuivre dans le hors-champ et se dissoudre dans la liquidité de l'image. Ce faux raccord dans le mouvement établit néanmoins les dimensions paradoxales d'une figure d'enfermement, locale. Plus précisément, la surface troublée reflète et renverse à l'horizontale des bâtiments difficilement discernables. Le montage propose une image au fond du lieu d'habitation suicidaire. La clameur de la foule, le bruit des pas fuyants, les éclats râleurs des femmes furieuses qui ne cessent d'envahir le dévoilement fragmentaire du visible, s'estompent au fur et à mesure que l'agitation de l'eau s'atténue jusqu'à l'immobilité. La vue plissée des toits se pose à plat. À ce trépas ondulatoire fait écho un arrêt sur image, amplifié par les ravages de la musique. L'air d'opéra de Mahler, Kindertotenlieder, chant des enfants morts, troisième chant, qui a éclipsé l'animation sonore ambiante. Quelle serait la dimension cachée de cet enchaînement entre un saut dans le vide et un miroir au sol ? Pour Jacques Rancière, cette séquence impose une planéité spectaculaire. C'est le son, déclaré off et non hors champ, qui se substituerait à l'illusion de la profondeur optique selon son interprétation. Les personnages qui se jettent dans la surface plane tombent dans une autre troisième dimension, dans le bruit que l'on entend sous eux, dans la rumeur des rires et des altercations confuses qui prolongent la séquence antérieure. Le son dit off est en fait devenu la troisième dimension de l'image 23. La prééminence sonore dans le cinéma de Sokourov, à la fois souterraine et surplombante, fait partie, c'est indéniable, d'une des dispositions filmiques pour continuellement ancrer la réception dans un espace sensoriel englobant. De même, le recours à des déformations perspectivistes concourt à révéler le champ du visible dans le sens d'un fond imageant, tel que nous le dévoilerons. Sans discuter plus avant du degré d'effacement de la troisième dimension de cette obscure cage d'escalier anamorphosée, malgré tout reconnaissable, il nous intéresse à la fois plus modestement et plus généralement de comprendre cette dimension sonore en relation avec la figure du renversement. La profondeur œuvrée par les bruits ambiants creuse certes les données visuelles, aux limites d'une représentation référentielle, mais elle suscite la croyance à un lieu source au cœur des errances spatiales. Plutôt qu'un équivalent optique à la perspective artificielle mise à mal par les outrages géométriques, le son est un opérateur de perméabilité entre le dehors et le dedans qui annonce les lois de l'enchaînement des plans. La vue de la flaque d'eau contient ainsi une urbanité indistincte, tantôt plissée, tantôt floue et reflète en même temps une dépression suicidaire. Il y aurait du renversement dans l'air, du désespoir dans l'eau, du monde au balcon, plus personne dans le miroir. La poétique spatiale des films de Sokourov exprime ce vertige abyssal des lieux enfermés en insérant des images réfléchissantes, autant de tableaux qui abritent des gouffres à même la surface. Cette structure d'inclusion en deux plans image davantage une clôture dans l'exploration filmique qu'elle ne présage une destination mélancolique. L'enchaînement provoque une surprise par rapport à la chute, et suscite une déprise dans le suivi de la fiction. Il signe un effet fantastique de l'intérieur. La spatialité en jeu implique donc l'imaginaire du spectateur tenté de prolonger la cage d'escalier dans le sens d'un tour panoptique. Le centre évidé est comblé par une surface liquide capable de contenir une représentation renversante, un reflet des édifices saint-pétersbourgeois. Selon nous, ce montage d'un vertige architectural donne accès, dès le début du film, au mode d'enfermement d'un monde en mouvement. Le plan de la flaque d'eau, qui opère telle la métaphore visuelle d'une figure matrice, intègre les dimensions d'un monde enfermé dans ses méandres et néanmoins espacé par des béances vertigineuses. La structure globale d'enfermement dans page cachée conduit peu à peu à comprendre le passage d'un lieu à l'autre au sein d'une configuration ouverte sur une origine illusoire. Avant de suivre pareil trajet, il convient de s'interroger sur les sous-entendus théoriques de cette figure spatiale. 1.2. Origine de l'espacement. Les propositions de défondement et d'espacement amènent à faire le grand écart entre pensée philosophique et espace artistique. Selon Martin Heidegger justement, tant que nous ne faisons pas l'épreuve de la propriété de l'espace, parler d'un espace de l'art reste obscur. La manière dont l'espace porte et traverse l'œuvre d'art reste d'abord dans l'indécis 25.
Aussi la question de l'enfermement spatial, qui guide nos pas, doit-elle être repensée sans être réglée a priori. La complexité réside dans le fait de trouver des entrées terminologiques et théoriques qui délimitent les différents aspects de l'espace filmique, champ de l'écran, décor des lieux, univers diégétique, sans perdre de vue les potentialités dynamiques, mouvements d'appareil, saut du montage, prolongement imaginaire du hors-champ. La visée ici n'est pas tant la signalisation topologique de l'espace narratif que le tracé d'une figure d'enfermement, ce mode particulier de raccordement et d'orientation dans la structure spatiale globale du film. 1.2.1 Conception du monde. Les notions de Gilles Deleuze d'espace quelconque et de monde originaire aident à préciser les enjeux entre le critère de la fermeture, l'enchaînement des plans et l'espacement du monde fictionnel. Ainsi, l'espace quelconque définit notamment un principe d'indétermination du montage entre des petits bouts d'espace visuel. La déconnexion entre les plans provient de l'art de la fragmentation. Dans son recours au cinéma de Robert Bresson, Deleuze associe l'espace quelconque et l'enfermement et ce sur plusieurs plans. Cadrage resserré, fort accord du montage, désorientation à l'intérieur de la fiction. La fermeture de l'espace représenté propre à la composition de chaque plan cellule impose de porte à porte une réalité à chaque fois fermée, mais à l'infini 27. La voie de la fragmentation et du raccordement manuel, portée au nu par Deleuze, ne correspond pas tout à fait à la logique d'enchaînement que nous tentons de percer à jour. La poétique spatiale dans le cinéma de Sokourov implique le spectateur dans la clôture de l'œuvre, en le faisant cheminer de l'intérieur. Il ne s'agit donc pas d'une fermeture du plan fixé d'emblée, qui se déplacerait par magie homothétique jusqu'aux dimensions du monde extérieur. Le caractère prévisible de la figure d'enfermement oriente l'enchaînement des plans de façon à donner, au fur et à mesure d'une désorientation évanescente, un sens fantastique et fantasmatique à l'organisation spatiale. L'enfermement résulte d'un principe d'écart et d'ouverture, imbriquant le dehors au dedans tout au long de l'exploration filmique. La description, qui ne peut s'envisager que plan par plan, découvrira ainsi des procédés d'espacement entre les lieux du monde fictionnel. Deleuze justement propose une autre notion très importante à ce sujet. Un monde originaire se distingue d'un espace quelconque, car il ne se présente qu'au fond des milieux déterminés. Le philosophe particularise le décor naturel ou artificiel de ce monde à part par son caractère informe 28. Les mises en œuvre filmiques données en exemple, le dépôt d'ordures de Los Olvidados, le salon de l'ange exterminateur de Louise Buñuel, la cabane de folie de femme de Erich von Stroheim se rattache au naturalisme. Deleuze exalte la possibilité expressive de dépeindre la cruauté du milieu social en le défendant, par l'installation glissante d'un monde pulsionnel. La perspective du cinéma sokourovien ne nous conduira pas sur ces terrains mouvants et grouillants, mais nous retenons la possibilité énoncée par Deleuze d'une intrication, à la fois instauratrice et destructrice, d'un site informe au sein d'un espace déterminé. Le monde originaire est un commencement de monde, mais aussi une fin du monde, et la pente irrésistible de l'un à l'autre, c'est lui qui entraîne le milieu, et aussi qui en fait un milieu fermé, absolument clos, ou bien qu'il entr'ouvre sur un espoir certain 29. Cette interprétation repose de façon abstraite, sur un procédé d'espacement quant au défondement du monde filmique. Ce mode des entr'ouvertures peut instaurer une autre compréhension de la réalité fictionnelle que le monde originaire deleuzien. La poétique spatiale des films obscurs de Sokourov singularise ses propositions en les développant au fur et à mesure du défilement et en leur donnant un sens différent, celui du fantastique de l'intérieur. Avant de sonder cet effet limite, il faut préciser dans quelle mesure la figure d'enfermement annoncée délimite les dimensions de l'espace diégétique. La perspective consiste à retracer l'enfermement en montrant comment le jeu des limites déplace l'extérieur à l'intérieur par l'espacement des lieux clos. Cette notion a naturellement été posée par Heidegger, après ses recherches sur la spatialité entre terre et monde, en se risquant à l'écoute de la langue allemande. De quoi parle-t-elle dans le mot d'espace, der Raum? Là parle l'ouverture d'un espace, l'espacement Raumen. Cela veut dire essarter, sarcler, débroussailler. Espacer, cela apporte le libre, l'ouvert, le spacieux, pour un établissement et une demeure de l'homme. Espacer, c'est apporter la localité, Ortschaft, qui prépare chaque fois une demeure. Espacement, c'est mise en liberté des lieux 30.
Selon Jacques de Witt, Heidegger élabore à partir de bâtir, habiter, penser, et l'art et l'espace cette nouvelle conception de l'espace qui prend ses distances avec celle de l'être et le temps. À la compréhension de « espace pur », der Raum, ce grand contenant qui contiendrait le monde et dans lequel on délimiterait des portions d'espace et des lieux particuliers, succède ainsi l'appréhension de l'espace comme un Raumen, une sorte de pure éclosion à partir de rien. Cette autre organisation spatiale, où ce sont les lieux eux-mêmes qui ouvrent des espaces au lieu d'être délimités à l'intérieur de l'espace pur préexistant, implique une inversion dans la manière de poser la limite. La limite n'est plus posée là où ça cesse, mais là où ça commence. Contrairement à l'inclusion d'un espace particulier dans l'espace, la délimitation du lieu connaît un pouvoir d'espacement sans cesse originaire. Le lieu habite près de l'origine. Pareil engendrement de la spatialité n'est pas sans rapport avec le mode d'enchaînement cinématographique. L'articulation philosophique du lieu et de l'espace en tant que Raumen permet de caractériser les paradoxes d'une figure d'enfermement filmique au fil des plans. Le glissement de terrain entre philosophie et cinéma peut laisser penser que nous avons oublié une différence notable. La pensée spéculative de l'espace se rattache à l'existence ou à l'abstraction de l'homme, voire de l'être là ou du corps propre, dans son environnement alors que l'exploration filmique se place sur le champ fictif de la représentation. Seulement, les implications de Heidegger éclairent les géométries variables qu'on a en tête face au cinéma de Sokourov. Précisons les limites du monde de l'écran dans ces conditions de pensée. 1.2.2 Mise en boîte et ENTROUVERTURE. La façon dont l'espace filmique se figure, telle une structure d'enfermement, repose sur la mise en œuvre d'une entrouverture de la spatialité à partir du lieu clos et obscur. Chambre-cellule dans Page cachée, lit-tombeau dans Mère et Fils, forteresse imprenable dans Moloch, pièce muséale à l'ombre des toiles dans Élégie de la traversée et l'Arche russe, etc. La relation complexe entre le dedans et le dehors filmique des lieux représentés dépend d'un mode d'enchaînement procédant en termes d'espacement, Raumen, tout en déterminant les limites inclusives du monde fictionnel. L'extériorité ainsi créée par le lieu intérieur définit l'enfermement spatial selon les modes d'imbrication agencés par les œuvres, inclusion réciproque, emboîtement du dehors au dedans. L'espacement filmique correspond à un potentiel d'ouverture à l'origine d'une structure d'enfermement. L'engendrement de la spatialité opère à partir du lieu clos, par la mise en place d'une perméabilité dès les premiers temps des œuvres. Les processus de liaison, de l'intérieur à l'extérieur, du lieu à l'espace, du plan précédent au plan suivant, enclenchent la compréhension émotionnelle d'un enfermement qui réactive la fonction privative des limites d'un espace global. Le pouvoir d'espacement se conçoit donc à différentes échelles du monde fictionnel, mais toujours en impliquant une mise en boîte définitive. À titre de motif emblématique, l'enterrement qui clôt l'adaptation sokourovienne de Flaubert Sauve et protège, Emma Bovary 1989, a souvent marqué les esprits par sa durée, qualifiée de l'ordre de l'insupportable et apparentée à une expérience limite. Il est surtout intéressant de noter que la dilatation du temps est initiée à partir d'un emboîtement figuratif des différents cercueils, celui au plus près du corps en chêne, l'enveloppe intermédiaire en acajou et le cercueil extérieur en métal, que nous suivons des yeux pendant la procession mortuaire qui va durer le long de l'étirement horizontal proche du tableau de Courbet. Et le spectateur disposé par ce biais à enchasser le grotesque dans le tragique a tout le loisir imaginaire de se demander quel est le temps d'un lieu enterré dans un espace enfermé. Au-delà des indications spéculatives du motif, ce cinéma, et Page cachée en tête, conçoit aussi des montages spatiaux. L'écart renversant se place sur différents plans qu'il convient de rappeler avant de s'enfermer dans les cryptes filmiques. Le trajet des personnages enclins au plongeon dans des images matricielles semble imposer la mobilisation des corps de l'écran en tant qu'unique manœuvre de l'intériorité spatiale. Or, l'implication du mouvement se dessine aussi à d'autres échelles. Souvent d'ailleurs, dans ces œuvres qui fuient la lumière du jour, le recours à l'extérieur n'est possible que de l'intérieur. La dialectique du dehors et du dedans se manifeste alors de manière plus évidente, par des emboîtements paradoxaux d'espace. Les lieux physiquement fermés, sans ouverture apparente sur l'extérieur, se dilatent en espace d'enfermement par un creusement représenté de l'intérieur.
L'extérieur déployé et renversé se retrouve à l'intérieur, tel un plafond de chaussures galactique inséré au creux de la chambre du Raskolnikov. La motivation d'un tel emboîtement du monde dans le lieu correspond à l'effet fantastique du cinéma soukourovien. L'enfermement, mis en perspective par les percées de l'espace architectural et par les imbrications du montage, laisse entreapercevoir la dimension psychique et fantastique que déploient les parcours labyrinthiques. 1.3. Labyrinthe des PENSEES. La mise en espace de l'œuvre soukourovienne construit des écarts et des décalages, perméabilité, emboîtement, renversement, délimitation floue entre le fermé et l'ouvert, désorientation, par rapport à la réalité commune qui initie une émotion dérangeante et douloureuse. Quand la représentation cinématographique s'affleure, elle nous effleure. Cette logique fait écho aux propos d'Artaud, quant à son scénario de La coquille et le clergyman. Le poète souligne le mystère des combinaisons secrètes de la nature recréée. On ne doit donc pas y chercher une logique ou une suite qui n'existe pas dans les choses, mais bien interpréter les images qui se déroulent dans le sens de leur signification essentielle, intime, une signification intérieure qui va du dehors au dedans. 33. Sans comparer l'incomparable, les œuvres du cinéaste russe déroulent à travers l'agencement des lieux par sens poétique. L'enchaînement filmique chemine toujours vers l'intérieur en dépit des apparences. À cette orientation commune correspond aussi une indication tout aussi fulgurante sur l'expérience esthétique. Du heurt des objets et des gestes se déduisent de véritables situations psychiques, entre lesquelles la pensée coincée cherche une subtile issue. 34. La sensation d'un esprit pris en étau, et mobilisé par ce biais, se retrouve dans la plupart des passages obscurs filmiques. Le malaise éprouvé à l'intérieur des chambres caverneuses et lors des déambulations fantomatiques est un sentiment fantastique capable de nous enfermer tout en reconduisant un trajet psychique. Ces épreuves inquiétantes et souterraines s'approchent de la vie inséparable de l'esprit, pour reprendre les développements d'Artaud sur l'impulsion créatrice du cinéma. La délimitation esthétique d'une enclave psychique repose sur les caractéristiques spatiales du fantastique du cinéma, sans pour autant nier les exigences narratives. Comme le précise Charles Grivel, la fantastique fiction pose un problème de croyance au récit en images, plus qu'elle n'exige la survenue d'événements reconnus d'avance en tant qu'agents perturbateurs de réalité. Fantastique est cette irrésistible dénégation de ce que je crois dans les faits de la fiction. Fantastique est le simulacre d'un tel événement catastrophique qui m'atteint à l'instant, un instant, au cœur de mes croyances. 35. L'incroyable qui s'immisce dans l'habitation des lieux et dans la vie des formes n'est ni monstrueux, ni effroyable chez Sokourov. Quand le fantastique se démêle avec le réel de l'intérieur, il initie une découverte davantage psychique que philosophique de la réalité fictionnelle. La qualité singulière du monde de référence ne s'appréhende que par les effets et les déplacements engendrés. Les lieux fantastiques, ancrés sur le terrain de la vie quotidienne, introduisent une variation du réel de façon à figurer un enfermement, une captation de la vie psychique de l'autre, ce voyageur immobile caché dans la salle obscure. La vie des fantômes, animée par les forces spectrales du fantastique cinématographique, aurait à voir avec une mise en œuvre commune entre le film et son spectateur, enclenchée par des ouvertures spatialisantes. Les structures spatio-temporelles indiquées par Leutra caractérisent les films soukouroviens qui habitent dans des lieux clos, construction d'un espace désorienté, déroulement du temps par remémoration. Renouons les fils d'une histoire de fantômes dans des cryptes filmiques, pour des œuvres qui font donc appel à un fantastique du cinéma sans se conformer aux règles du genre. L'espace-temps fantastique engendre des modes d'occupation psychique tournant autour de l'enfermement, l'inclusion et la hantise. L'exploration spatiale, au fil des plans, donne justement vie aux fantômes de l'esprit humain et nous entraîne dans une vision singulière du réel, tel que nous ne l'avons jamais vu. Ces redéploiements des lieux intérieurs sont analysés plus précisément dans Pages cachées puis dans Élégie de la traversée, pour déterrer, à partir des déplacements sonores et visuels, les secrets qu'ils renferment. 2. Exploration des cryptes FILMIQUES. Le mystère de l'espacement des lieux clos dans Pages cachées est en partie élucidé par les mécanismes fantasmatiques et fantomatiques qui hantent les cryptes psychiques. La topocryptique, telle que Derrida la conçoit,
éclaire le mode de refuge à l'intérieur et le sens des déambulations à l'extérieur des chambres fortes. 2.1. TOPOCRYPTIQUE du fort intérieur. La caractérisation topologique du philosophe déploie les dimensions convenues de la crypte. Avant d'en préciser les recoins et les replis inédits, reprenons la définition proposée par les deux psychanalystes, Maria Torok et Nicolas Abraham. C'est l'analyse de la fonction d'incorporation, distincte du mécanisme psychique d'introjection, dans les maladies de deuil, mélancolie, fétichisme, névrose d'échec, qui les a conduits à risquer leur notion de crypte par inclusion. L'échec du travail de deuil chez certains sujets peut provoquer l'enterrement, l'enfouissement d'un souvenir de manière à le conserver psychiquement. Le lieu cryptique définit un lieu clos au sein du moi, mis en place pour garder secret le traumatisme de la perte qui n'a pas été introjecté. Au niveau topique, la crypte correspond à une enclave, un caveau logé au sein du moi, qui a pour effet d'obturer les parois semi-perméables de l'inconscient dynamique. Le lieu psychique de la crypte, tombeau d'un secret bien gardé, investit le moi dans une fonction métaphorique de gardien du cimetière. Est-ce à dire que les perspectives artistiques de la crypte se résument à la représentation des cercueils cloutés et des caissons capitonnés ? Justement, la crypte n'est pas aussi fermée qu'il y paraît selon Derrida. Tout d'abord, le lieu cryptique se comprend par rapport à une structure spatiale globale, elle-même circonscrite extérieurement et intérieurement. Construisant un système de parois, avec leurs faces internes et externes, l'enclave cryptique produit un clivage de l'espace général dans le système rassemblé de ces lieux, dans l'architectonique de sa place, ouverte en son dedans et elle-même limitée par une clôture générale, dans son forum 38. Pareil état des lieux indique l'imbrication de la crypte au sein d'un espace général, le forum. L'analyse du philosophe pointe le renversement intérieur-extérieur qui se joue dans la place circonscrite. La crypte construirait un fort clos à l'intérieur du forum et en même temps extérieur, en quelques mots extérieur à l'intérieur. Les enceintes de l'enclave cryptique font du fort intérieur un dehors exclu à l'intérieur du dedans. La crypte est-elle pour autant protégée de toute pénétration extérieure, bruit, lumière, air, regard ou écoute ? La topocryptique dessinée par Derrida met l'enfermement en perspective en le confrontant à une structuration intérieure de l'extérieur par des fissures internes. Une telle mise au jour topologique de la crypte nous rapproche du lieu filmique fantastique, lieu clos à l'origine des modes d'exploration spatiale, de la perméabilité à l'inclusion, dans le cinéma de Sokourov. La caractérisation derridienne de l'enclos cryptique trace les dimensions poétiques des constructions filmiques, dans leur pouvoir d'enfermement et d'entr'ouverture. Précisons que le caractère non hermétique de la clôture est gardé sous silence au début de sa réflexion par Derrida, qui révèle tout de même que la crypte ne constitue son secret qu'à le partager d'une fracture. La question de l'effraction reste en suspens tandis que la violence transparaît immédiatement dans le mode constitutif de la crypte. Au cours de son développement, le philosophe émet l'hypothèse d'une semi-perméabilité structurelle de la paroi du caveau cryptique, permettant des passages liés aux possibilités de compromis entre le fantasme d'incorporation et l'introjection. De fait, l'ouverture de la crypte se conçoit en réaction à la finalité conservatrice du fantasme d'incorporation. Le fantasme tente à maintenir l'ordre des lieux, à maintenir en place la topie. Ce qui est secret, l'échec de l'introjection suppose qu'on le dise à une oreille à la fois complice et sourde. La condition de tout secret est d'être partagé, au moins par un tiers. Le morcellement et la fracture de la topique viennent de la tenue du secret à l'extérieur, à l'étranger. Le penseur découvre les manières de s'ouvrir du dedans, tout en restant coupé du dehors, sous l'effet des cassures, des cavités, des enfoncements, des couloirs, des chicanes, des meurtrières, des fortifications escarpées. Il fait voir la lumière qui éclaire les parois fissurées de la crypte. La topique de la crypte suit une ligne de fracture qui va de ce non-lieu, ou de ce hors-lieu vers l'autre lieu 40. Cette ligne de fracture trace le lien entre l'enfermement et l'espacement figuré par le cinéma de Sokourov. Nous n'oublions pas que l'enfermement, selon Torok et Abraham, correspond à une clôture fixe. C'est un effet d'émurement intrapsychique d'une expérience ayant mis la topique en danger. L'enfermement, l'emprisonnement et à la limite, l'enterrement ne font qu'objectiver le fantasme d'incorporation 41. Mais en fait, dans la pensée des auteurs,
L'isolement de la crypte s'ouvre aussi à une dynamique car ce lieu peut accueillir des corps étrangers. C'est là qu'intervient le fait métapsychologique du fantôme. Dans Notule sur le fantôme, les deux psychanalystes mettent les choses au clair quant à l'être fantomatique qui résulte de inventions des vivants. Le fantôme est une formation de l'inconscient qui n'a jamais été consciente. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.